votre chaîne 7 News vous propose et vous convie d'ailleurs à ce très et précieux programme pour vous déceler, pour vous donner à chaque fois de la valeur ajoutée sur les connaissances que vous avez, mais aussi et surtout sur ce que vous devez savoir afin que le quotidien des Camerounais soit de plus en plus amélioré. Non seulement le quotidien, mais afin d'apporter des réponses adéquates aux problèmes auxquels font face chaque jour les Camerounais. C'est à ce programme, vous l'avez compris mesdames, messieurs, à ce programme l'expert que nous vous convions cet après-midi. C'est désormais 15-16 heures sur votre chaîne de télévision 7 News. Restez installés. Le temps pour nous d'accueillir l'expert de ce jour qui est notre invité. Très peu pourrait coller un nom à ce visage. Lui, c'est Stéphane Kenmoué, Camerounais d'origine. Il vient de décrocher en octobre 2015 son doctorat en physique théorique de la matière condensée à l'université de Bochum en Allemagne. C'est donc un expert avéré qui a fait un bref passage au très renommé Centre international de physique théorique Abdou Salam en Italie. Centre qui octroie toute la notoriété aux experts africains. Il manie avec beaucoup de dextérité aussi bien le français, l'anglais, l'italien, le fulfulde et le yem, langue parlée dans le département de la Menoa, région de l'Ouest Cameroun. La trentaine révolue sur ses larges épaules pèse déjà d'impressionnantes notions en physique quantique dont l'apport est indispensable pour toutes les sciences. Une science désormais au cœur de la vie, au service du développement. C'est donc ce chevalier des laboratoires de Max Planck Institut que l'expert vous convie de découvrir. Merci, vous l'avez très bien compris, la présentation, et nous disons surtout merci à Carole Tepa pour cette brillante présentation de notre expert de ce jour. Alors, vous avez déjà un peu l'invité de ce jour, Stéphane Kenmoué. Bonjour et bienvenue sur tout ce plateau de l'expert. Merci beaucoup Thierry, je suis très honoré d'être présent sur ce plateau. Alors, c'est une grande fierté pour moi, à savoir que tu as été mon camarade de classe. Oui. Je suis très content d'être là. Alors, un petit commentaire après la présentation qu'a faite Carole. C'est une introduction assez claire et succincte. Quelque chose à ajouter sur ce qu'elle a dit? Elle aurait omis quelque chose que vous souhaiteriez? Non, je crois que tout est bon, juste qu'elle a oublié la base fondamentale. Le fondamental, c'est que je suis un Camerounais formé au Cameroun. Très bien formé, je dirais même. Ouais. Je suis un pur produit de l'université de Tchang, département de physique. Ouais, alors, puisqu'on parle justement de cet itinéraire, comment est-ce que vous avez commencé vos études? Vous êtes passé par où? Beaucoup sont heureux de voir aujourd'hui que vous êtes un docteur en sciences physiques. Mais on a envie de savoir, ça a commencé comment, votre trajectoire? Vous avez commencé vos déjà, études? Je commence par dire que les docteurs, il y en a plein. Ah, oui. Surtout les Camerounais. Ils sont pleins et très forts, j'en connais beaucoup. Oui, et déjà, concernant mon cursus scolaire, je crois que tu connais déjà une bonne partie du cursus. Ouais. Nous étions en Gaoundéré ensemble. C'est en Gaoundéré que j'ai fait l'école primaire, le secondaire aussi. Nous avons entamé le secondaire ensemble, notamment au collège de Mazeno. Oui. Bon, et après, j'ai fait des études universitaires à l'université de Tchang, où j'ai obtenu un master en physique de la matière condensée. Et de là, j'ai obtenu une bourse d'études pour le Centre international de physique théorique Abdou Salam en Italie. Bourse qui m'avait été octroyée, pour être honnête, par le truchement de mon professeur, mon encadreur, le professeur Lucon Cornelius Faye. Beaucoup le connaissent, il a été notamment directeur à l'école normale supérieure anglophone à Bambili, je crois pour 2 ans. Et actuellement, il est directeur du collège de technologie à Bambinda. Bon, et ensuite, après le centre de physique à Trieste, j'ai obtenu une autre bourse pour l'école doctorale de la fameuse société Max Planck. Alors aujourd'hui, dans laquelle vous officiez aujourd'hui? Oui, où j'ai été thésard pendant 3 ans et demi. Thésard, j'ai fait ma thèse. Et actuellement, je suis, comme on dit dans le langage universitaire, je suis postdoc. Alors, postdoc, c'est ce que vous êtes, mais est-ce que dans ce parcours, il y aura des figures, des visages d'enseignants, d'encadreurs qui vous auraient véritablement frappé, marqué, et peut-être vous auraient inspiré? Ah, bien sûr. Et je crois que vous connaissez même le visage le plus important pour moi. Mon professeur de mathématiques d'abord en 6e. Nous étions ensemble, assis sur le même banc. Oui. Et par la suite, professeur de physique en seconde DC. Oui.
Donc c'est ce monsieur qui m'a inspiré la physique. D'ailleurs, je te rappelle, il m'avait surnommé Cantor. Ouais. Et de là, bon, c'est vrai que j'avais parfois de bonnes notes en physique, mathématiques. Bon, mais ce monsieur m'a vraiment marqué parce qu'un monsieur qui est capable de vous simplifier la physique, qui est aussi compliquée, à un âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, il vous fait comprendre les concepts fondamentaux de la physique. Je crois que ça, c'est, il faudra tirer un coup de chapeau à ce monsieur. J'ai nommé monsieur Tchaya Mathurin, Oui. que vous connaissez très bien, Assez bien. qui nous a enseigné, oui. Ce monsieur, je crois, aux dernières nouvelles, il se retrouve toujours En Gaoundé. en Gaoundéré, au collège de Mazino. Donc, pour être... en fait, c'est ça. C'est de là où vient mon intérêt. Ouais. Et ma passion pour la physique. C'est de ce monsieur, quoi. Je rappelle pour les téléspectateurs qui nous suivent que vous êtes doctorant en physique. Non, je ne suis pas un Ouais, doctorant. vous avez obtenu un doctorat en Oui. physique Oui. et de la matière condensée. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'éclairage lorsqu'on parle de physique de la matière condensée? Qu'est-ce que, grosso modo, le Camerounais lambda qui n'a rien à voir avec la Ouais, en physique, fait, qu'est-ce qu'il peut comprendre? c'est juste des termes. Mais le contenu, le fond n'est pas si compliqué que ça. Déjà, la physique, pour donner une explication aussi simple, il faut déjà aller à la base. D'abord définir c'est quoi la physique. Ouais. Étymologiquement parlant, la physique, c'est la branche de la science qui a pour but de comprendre et de décrire le comportement des corps qui se trouvent dans l'univers. Par l'univers, il faut entendre tout ce qui nous entoure, tout ce qui peut exister. Vous voyez. Ouais. Donc le but de la physique, c'est de comprendre les interactions entre les objets, ouais, décrire les comportements, et ainsi de suite, à base des lois et des théories. Voilà la physique. Et lorsqu'on parle de matière condensée, c'est de Bon, tout cet univers? la matière, c'est simple comme vous l'attendez, la matière condensée. La matière, déjà, c'est quoi? C'est ce qui constitue tout ce qui peut exister là. Voilà. Un exemple de matière condensée, c'est ce verre. Oui. Ouais. Oui. Ça, c'est une forme de matière condensée. Donc, par matière condensée, on sous-entend toute forme, on sous-entend la matière sous... parce que vous avez un grand agglomérat de particules, ou bien de corps, de microcorps qui se mettent ensemble. Oui, on sous-entend par là que on a de la matière condensée. Et votre tâche au quotidien, c'est quoi? Elle s'attelle à quoi? En fait, à la base, je suis chercheur. Je suis chercheur à l'Institut Max Planck. Et en fait, ma tâche quotidienne, c'est essayer de comprendre. Vous savez, le physicien, c'est celui-là qui est animé par un esprit de curiosité gratuite et un désir de comprendre le comportement intime de la matière. Ouais. En fait, c'est ça qui me caractérise. Moi, je fais dans les sciences fondamentales, c'est-à-dire pour rien comme ça, pour rien, je peux m'intéresser à un domaine, comme les Galilées l'ont fait à l'époque. Oui. Voilà, Galilée se posait la question de savoir pourquoi est-ce que c'est vraiment la Terre qui tourne autour du Soleil, ou bien le Soleil, ou bien le contraire, quoi. Ouais. Je crois que vous connaissez au moins la longue épilogue qu'il y a eu tout à fait entre le Vatican et M. Galilée. Concernant ça. Donc, chaque matin, je suis animé par un esprit très curieux de comprendre le comportement intime, les interactions entre la matière, l'atmosphère, ainsi de suite. Dans ces 4 dernières années, j'étais plus focalisé sur un thème qui concernait la corrosion. La corrosion, c'est le terme scientifique pour désigner ce que le profane appellerait la rouille. La rouille, c'est-à-dire, vous comprenez? Oui. Oui. Donc vous savez, les industries en Europe et même dans le tiers-monde, y compris le Cameroun, dépensent excessivement pour protéger les matériaux contre la rouille. Oui. Et déjà, il sera donc idéal de développer des techniques de protection des matériaux contre, contre ce qu'on appelle la maladie des matériaux, quoi. Et vous savez aussi, la majorité par exemple, des voitures, les engins spatiaux, et ainsi de suite. La majorité de ces choses-là sont faites à base d'acier, et d'alliage métallique, oui, qui naturellement sont toujours exposés à l'atmosphère ou bien à l'humidité et qui, avec le temps, vont tomber malades, comme on dit dans le jargon des physiciens des matériaux. Oui. Et là, il faut les protéger.
Et ces 4 dernières années, j'étais focalisé sur la protection de l'oxyde de zinc contre la corrosion. Pourquoi? Parce que l'oxyde de zinc, c'est le matériau qu'on utilise pour protéger toutes les couches métalliques contre la corrosion. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, la physique, elle a des branches. Et vous opérez dans une branche bien précise qu'on appelle la physique quantique. Bon, je voulais dire que la physique quantique, au sens strict du terme, ouais, c'est une branche où il y a tellement d'efforts, où des gens déploient tellement d'efforts pour développer de nouveaux concepts, ainsi de suite. Mais la physique quantique, je la prendrais plus comme un outil. C'est un outil qui nous permet, par exemple, comme vous le journaliste, vous avez votre caméra, ainsi de suite et tout. La physique quantique, c'est un outil très puissant qui nous permet de décrire le comportement des corps microscopiques, des corps qui ont la dimension atomique, ainsi de suite. Parce qu'il faut bien que je fasse la précision. Effectivement, puisque vous parlez de dimension atomique. La physique, comme je disais, la physique est divisée en 2 branches. Oui. Il y a la physique qui, jusqu'à dans les années 1900, était connue comme la physique. Il n'y avait pas de différence. Tout à fait. Mais dans les années 2100, il y a des révolutions. Il y a des phénomènes qu'on n'arrive plus à comprendre à la base des lois de la physique. Tout à fait. Oui, que les ancêtres, comme je les appellerais, avaient développé, les Newton, les Galilée, ainsi de suite. Vous connaissez au moins les noms. Oui, effectivement. Oui, on se rend compte qu'en appliquant les lois que ces messieurs ont développées et qui ont si bien marché depuis de longues années, ne marchent plus. Comme les lois de la pesanteur, mais elles restent quand même effectives dans oui, non, la loi de la pesanteur est restée effective. Et donc la physique quantique s'applique à quoi? S'applique au corps microscopique, aux corps qui ont la dimension de l'atome. Vous ne pouvez pas voir un atome à l'œil nu, bien que nous soyons constitués d'atomes. Votre corps, monsieur, c'est un agglomérat d'atomes. Mais alors, lorsqu'on va appliquer les lois de la physique classique au microcorps, lorsqu'on s'en va dans le microcosme, alors les réponses ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc, et là, il faut donc développer de nouvelles théories qui sont adéquates à ces microcorps. Mais est-ce que pour un pays comme le Cameroun, qui fait face à une multitude de problèmes, la guerre contre Boko Haram, la famine, les ceci, on se demande bien pourquoi ne pas avoir choisi faire l'agriculture, pourquoi n'avoir pas choisi faire le commerce, plutôt que la physique que vous avez embrassé et dont vous sentez très passionné dans cette science? Oui, je dirais déjà que là, c'est vrai, le commerce, l'agriculture, c'est beau et j'aime bien l'agriculture, le commerce aussi et tout. Mais je crois qu'aussi le penseur camerounais, le chercheur camerounais doit suivre l'évolution du temps. Puisque je crois que de nos jours, nous, les pays sous-développés, nous avons un petit retard par rapport aux pays développés. Donc, notamment, un grand retard. Oui, notamment au niveau des aspects comme les sciences de pointe, les technologies de pointe, ainsi de suite. Je crois que moi, j'ai été très saisi lorsque je suis sorti du Cameroun. Le nombre de Camerounais qui sont dans la diaspora et qui, monsieur Eba, sont forts. Il dit fort. Comme Samuel Eto'o joue bien au ballon. Oui. Il y a beaucoup de Samuel Eto'o de la physique, de la science, de la technologie. Mais vous arrivez, que ce soit à Paris, en France, en Allemagne, aux États-Unis, les Camerounais sont implantés et sont reconnus à leur juste valeur. Que ce soit dans la médecine, la physique, et ainsi de suite. Oui. Et je pense que l'écart criard qu'il y a au niveau du développement entre les pays sous-développés et les pays développés, c'est juste ce manquement-là dans les sciences modernes. Bon, excusez-moi, dans ces sciences-là. Mais vous qui êtes professeur d'université aujourd'hui en Allemagne, je suis enseignant. Vous êtes enseignant. Oui. Bon, c'est vrai que dans le jargon universitaire, il y a un décalage entre enseignant et professeur. Oui. Mais je veux faire la de toutes les manières, vous donnez cours dans un institut à quelques étudiants. Oui, à l'université. Oui. Et ce sont des part-time, comme on dit là-bas. Oui. Ici, dans le jargon camerounais, on appelle ça des vacations. C'est comme je vous ai dit,
En fait, mon domaine de prédilection, c'est la recherche. J'aime bien être dans le labo, faire des simulations, et ainsi de suite. Mais de temps en temps, il faut aussi transmettre le savoir, il faut dispenser le savoir. Pourquoi est-ce qu'il faut enseigner de temps en temps? Parce que il y a un grand quantophysicien qui disait, j'ai cité Richard Feynman, qui disait souvent que si il y a un cataclysme, s'il arrivait qu'il y ait un cataclysme. C'est-à-dire un chamboulement, tout est détruit sur la planète et tout, et qu'il restait 2 individus survivants sur la Terre, toute la technologie étant détruite, toutes les connaissances scientifiques étant détruites, le seul héritage qu'on peut leur donner, c'est de leur dire que la matière est constituée d'atomes qui peuvent être décrites à l'aide de la mécanique quantique. Vous voyez. Oui. Donc de temps en temps, il faut enseigner. C'est une manière de passer les connaissances aux générations à venir, ainsi de suite et tout. Voilà pourquoi 20% de mon temps. Ça fait quand même quelques années, vous êtes parti du Cameroun, 6 ans. Vous y êtes revenu, et vous avez senti qu'il y a un changement, il y a une évolution. Comment est-ce que vous percevez le Cameroun d'aujourd'hui, d'il y a quelques années que vous êtes parti de cela? Est-ce qu'il y a une évolution? Votre regard général en tant que citoyen? Oh, je dirais que je ne sais pas si l'échantillon sur lequel je me base est significatif. Non, le vôtre, en tant que physicien peut-être. Bon, si le plan politique, je ne m'y connais pas trop, et je ne m'y intéresse pas. Le plan scientifique, bon, déjà, je peux dire que le Cameroun évolue. Parlant de mon domaine, par exemple, il y a des sous-centres de physique théorique qui sont implantés au Cameroun actuellement. J'en connais un à Limbé qui est en quelque sorte un mini-modèle du centre dans lequel où je travaillais en Italie, quoi. Bon, ça c'est déjà un grand avancement, dans ce sens que lorsque je me rappelle que il a fallu que des enseignants qui quittent du Cameroun, qui camerounais, aillent à Trieste, négocient pour l'ouverture des pareils centres. Je crois que là, c'est un pas tellement important dans le développement du Cameroun. Mais pourquoi les Camerounais ne perçoivent pas directement ça? Ceux qui vivent là se disent que la recherche en réalité au Cameroun piétine énormément. Non, c'est très faux. Vous savez, moi j'ai été saisi. Je suis arrivé à Bruxelles un jour dans un salon sur la physique biologique. Vous savez, il y a beaucoup de branches de la physique biologique, c'est-à-dire la physique qui a pour but de décrire la vie. Oui, vous voyez. J'étais frappé par le fait qu'il y a des gens qui parlaient d'un Camerounais polytechnicien et qui a mis au point un cardiopathe. Ah oui. On monsieur, y a d'ailleurs fait des reportages ici. Hein. Monsieur, ça c'était une réalisation vraiment grandiose. Il faut tirer un coup de chapeau à un monsieur pareil. Vous savez, ça c'est un génie à conserver, à préserver très jalousement. Oui. C'est un héros national. Monsieur, vous savez combien de mamans dans les villages du fin fond de la République ne peuvent pas avoir accès à leur propre température ou bien à leur rythme de battement cardiaque. Elles sont nombreuses. Tout à fait. Je crois que ces gars, pour moi, c'est le Mark Zuckerberg du Cameroun. Vous connaissez Mark Zuckerberg? Vous pouvez m'en dire un peu plus? Je le connais de manière sommaire. C'est le créateur de Facebook. Oui. En 2004, il crée Facebook. Harvard University. Oui. Aux États-Unis. Étant encore étudiant. Hein. Tout à fait. Et je crois ce gars, ce monsieur dont j'oublie le nom, je m'excuse, parce qu'il mérite au moins qu'on lui rende véritablement un hommage. Oui. Je crois que c'était un truc comme Arthur Zan, je ne sais plus trop. C'est Arthur Zan. Oui, voilà. Nous avons fait des reportages ici à Seven News. Je crois que ce gars, pour moi, c'est le Mark Zuckerberg du Cameroun. Cette tablette dénommée Cardiopad est la toute première tablette tactile médicale fabriquée en Afrique. Une œuvre de Marc Arthur Zan Adjaba, jeune ingénieur camerounais âgé de 27 ans. Du maladie cardiovasculaire qui tue environ 500 000 et 600 000 personnes au Cameroun par an. Ça, c'est vraiment les taux qui sont répertoriés, donc les statistiques connues. Et donc, je voulais résoudre ce problème. En effet, la tablette enregistre et traite l'électrocardiogramme du patient cardiaque avant de le transférer à une station distante
à travers les technologies de l'information et de la communication. Je sais très bien comment ça peut être difficile dans un village de se déplacer pour venir en ville. Étant donné que j'ai fait des stages à l'hôpital général et j'ai également pu voir à quel point les fils étaient très longs, les files d'attente étaient très longs pour faire un examen cardiaque. Parfois le laboratoire était plein, les gens qui viennent de partout. Donc tout ça, ça m'a un peu fait prendre conscience de la situation. Arthur Zan, lauréat du prix international Rolex à l'esprit d'entreprise 2014, était donc le conférencier de l'animation scientifique instituée tous les fins du mois par Madeleine Chouenté, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, qui encourage du reste les jeunes à créer. Le plus produit du Cameroun. Et interpeller aussi les autres. Que chaque fois que vous avez une idée forte à développer, ne baissez pas les bras. Faites tout ce qui est à votre possibilité de le faire. La conférence de ce jeudi 28 mai à Yaoundé avait pour thème de l'esprit de la créativité à la création des richesses, l'expérience du projet Cardiopathe. Alors, rapidement, on parle de physique, on parle... Quelle est la relation que vous faites entre la physique, la vie, l'évolution technologique et tout ce qui nous entoure dans l'environnement? Vous savez, contrairement à ce que le profane ne sait pas, c'est que la physique est présente dans notre quotidien. Tous les jours, même actuellement, nous sommes en train de parler. La retransmission de cette émission, c'est la physique. Je prends un exemple banal. Pour moi, vous savez, les joueurs de football sont des grands physiciens. Ah oui. David Beckham particulièrement, Roberto Carlos. Je sais que vous êtes un grand passionné de foot. Ouais. Vous vous appelez en 1997, M. Carlos a tiré un coup franc, comme on dit, dans le jargon du football, et qui a donné un effet, comme on dit au quartier, un effet banane au ballon. Oui. Oui. Vous savez, ça c'est un effet purement physique, connu sous le nom de l'effet Magnus. Moi, le physicien, je peux calculer toutes les initiales qu'il faut appliquer au ballon pour que Fabien Barthez reste scotché sur sa ligne, comme il a fait. Pour que le ballon traverse le mur. Oui. Mais Carlos, c'est le monsieur, il a mis cet effet en pratique. Vous voyez. Donc, déjà dans le football, déjà, comment marquer, par exemple, un coup franc, comment traverser la barrière, tout ça, c'est la physique. La physique, bien que les joueurs n'écrivent pas les équations avant de le faire. Je prends par exemple le transport, la prévention routière. Lorsque vous êtes flashé par un radar à grande vitesse sur l'axe lourd, ça c'est la physique. Oui. C'est grâce. C'est les résultats de la physique. Oui, ça c'est les gros. Oui. Puisque là il faut émettre un signal qui, lorsqu'il va entrer en collision avec la voiture, pourra détecter la vitesse de la voiture et remettre l'information au radar. Ça c'est des deux. Par exemple, dans le domaine de la médecine, la santé, la physique est omniprésente. Lorsque vous faites une radiographie, ce sont les rayons X. Oui, oui, exact. C'est la physique. Lorsque on utilise un laser pour traiter les cellules cancéreuses, pour les gens qui souffrent de tumeurs, ça c'est la physique. Il faut trouver la lumière adéquate pour pouvoir détruire la lésion cancéreuse. Il y a tellement d'applications. Il n'y a pas que ça. Lorsque vous utilisez par exemple sur le plan de la navigation maritime, par exemple, lorsqu'il faut sauver des rescapés en mer, ce sont les principes d'Archimède pour la flottaison qu'on utilise pour les panneaux de sauvetage. Exact. Oui. Lorsque par exemple en aéronautique ou bien dans le transport aérien, lorsque vous savez, je prends un exemple banal, quand vous prenez un avion, il y a 3 phases. Il y a le décollage, il y a le vol en croisière, il y a l'atterrissage. Avant de savoir comment est-ce que, avant d'être capable de mettre un avion en vol de croisière, il faut être capable de vaincre la force des pesanteurs, qui est cette force qui tend toujours à nous ramener vers le bas. Oui. Oui, il faut calculer à quelle vitesse est-ce qu'il faut accélérer l'avion pour pouvoir se placer en vol de croisière. Il y en a tellement. En médecine, je prends encore un exemple. Il y a des gens qui perdent des yeux. Vous voyez. Au cours d'un accident, vous pouvez perdre un œil, mais on est déjà capable de remplacer les yeux par des yeux bioniques. Ouais. Et synchroniser le fonctionnement de l'œil avec le système nerveux ou bien l'œil parallèle.
il y a tellement d'applications de la physique, ça pilule partout, monsieur. Mais est-ce que ces applications ne restent pas des choses sommaires qu'on pourrait explorer en Europe, qui finalement, dans notre contexte, nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas d'équipement permettant certainement que Bon, tout cela soit... déjà, ce qui est bon, particulièrement avec le Cameroun, c'est que nous avons la matière grise. Monsieur Eba, je vous assure, vous arrivez par exemple à l'ICTP, au Centre international de physique théorique, Abdou Salam. Il y a un professeur, un grand professeur ici au Cameroun, le professeur Kofane, Timoléon. Ce monsieur, il est incroyable. Très respecté à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Et qui au fil du temps a transmis le savoir à plusieurs générations. Nous on l'appelle le grand-père. Bientôt il sera même l'arrière-grand-père de la physique au Cameroun. Juste pour dire qu'au Cameroun, la matière grise est présente. Et c'est vrai, la matière grise seule ne suffit pas. Effectivement. Il faut implémenter sur le terrain ce qu'on connaît. Je crois que pour l'instant... C'est pourquoi on a souvent qualifié les chercheurs comme des rêveurs. Non, nous sommes partagés ces... Non, nous ne sommes pas des rêveurs. Parce qu'il parle des choses qu'on n'arrive toujours pas à matérialiser. Il y a ce qu'on appelle la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Oui. Par exemple, moi, je suis un chercheur fondamental. C'est-à-dire, je suis animé d'un esprit... je veux juste comprendre comment les choses arrivent et tout. Je n'ai pas de pression derrière moi. Et je veux juste comprendre le comportement intime de la matière. Et contrairement à ceux qui font la recherche appliquée où il faut des résultats, et la différence entre les deux, c'est que lorsqu'on fait de la recherche appliquée ou bien des sciences d'ingénieur, c'est que très souvent il y a assez de pression. Il faut le résultat, puisque les financements arrivent, il y a des gros financements et on attend des retours lorsqu'on investit beaucoup. Mais ce que je n'apprécie pas sur les sciences d'ingénieur, pour vous couper, vous savez, les sciences d'ingénieur, vous n'allez pas dire qu'au Cameroun on rêve beaucoup. Le petit qui a inventé le cardiopathe, c'est pas un rêveur. Mais c'est un cas isolé. Ils sont combien au Cameroun à pouvoir aboutir à un résultat finalement? On les compte au bout des doigts aussi. Oui, je sais. C'est toujours pas le cas. Bon, je sais pas trop. Bon, voilà pourquoi je disais que j'ai pas un échantillon assez représentatif. Mais je crois que il y a des gars qui innovent au Cameroun. C'est vraiment... Nous avons de la matière première, mais la consommation n'est pas à notre portée, ainsi de suite. Justement, la mécanisation, l'appareillage, ainsi de suite, ne sont pas très capables. Mais je dis que le fait d'avoir la matière, c'est très important. Je vais vous dire une chose, monsieur Eba. La majorité des prix Nobel sont des grands rêves. Monsieur Galilée disait au pape que tout notre du soleil, il était pris pour un fou. Ouais. Je rappelle que vous avez en moins de 4 ans. Non, il y en a beaucoup qui le font. C'est pas pour un Africain, c'est pas, c'est pas donné aussi. C'est pas un exploit en tant que tel. Il y en a qui le font. J'ai fait 3 ans et demi, il y en a qui font en 3 ans. Et qui le font avec brio. Donc tout dépend des circonstances. Vous savez, faire de la recherche, c'est, pour parler très simplement, c'est comme creuser un puits. Lorsque vous cherchez de l'eau, vous pouvez arriver sur un terrain qui est rempli de cailloux. Oui. Il faut creuser, casser les cailloux pour arriver aux couches souterraines où on retrouve de l'eau. Trouver les nappes phréatiques. Et il y en a qui, après 1 mètre, 2 mètres, trouvent de l'eau. Dans ces cas, la recherche ne dure pas. Ouais. Oui, le PhD s'écrit, la thèse s'écrit en 2-3 ans. Pourquoi pas? Oui. Vous avez beaucoup voyagé aussi. Vous avez participé à un certain nombre de conférences internationales, notamment de vous finissez, vous revenez chez vous. Qu'est-ce que vous dites le soir à la maison ou quand vous revenez au Cameroun comme vous y êtes en ce moment? Qu'est-ce qui trotte dans votre tête? Non, je me dis que j'ai voyagé, j'ai appris. Il est temps que je transmette à mes frères, c'est tout. Rien d'autre dans la tête. S'il n'y a pas un petit pincement, un côté révoltant, un peu, se dit, mais dis donc,
nous faisons énormément et finalement chez nous-mêmes, c'est rien, c'est zéro. Est-ce qu'il n'y a pas cet esprit de révolte qui vous anime? C'est vrai qu'on pourrait prendre ça comme l'esclavage intellectuel. Oui. C'est vrai. Mais je pense qu'il est bien, lorsque vous n'avez pas quelque chose sur vous, il est mieux d'aller le chercher où il se trouve et revenir avec. Et beaucoup de Camerounais le font. Monsieur le professeur docteur Jean Pougala, il le fait si bien, avec brio. Ils sont pleins. Oui. Et la différence néanmoins entre nous les physiciens et monsieur Pougala, c'est que monsieur Pougala a la terre. Et nous avons besoin des instruments, ainsi de suite et tout. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages pour vraiment être à l'aise. Par exemple, moi qui fais dans les simulations, par exemple, j'ai besoin de temps de calcul. Lorsque vous lancez une simulation qui peut prendre 3 jours et qu'on coupe la lumière, revient après 2 jours. Bon, c'est un problème. Vous comprenez que vous n'allez jamais évoluer. Mais il y a des raccourcis aussi qu'il ne faut pas négliger. Vous pouvez avoir des partenariats. Vous savez, de nos jours, vous pouvez être à Yaoundé et vous calculer virtuellement en Allemagne. Je peux être là, mais avec des interfaces graphiques, je peux me présenter dans une situation où c'est comme si je suis au bureau en Allemagne en train de travailler. Donc pour dire que on devait plus s'orienter vers ce genre de partenariat pour avoir quelques espaces en machine, c'est des gros calculateurs, des ordinateurs gigantesques. C'est une manière de pallier aussi à l'insuffisance. Et aujourd'hui, si vous étiez à la tête du ministère de la Recherche, c'est un exemple. Quelles seraient les priorités vers le ministère du Travail? Je pense que je demande si vous étiez pour vous dans le domaine de la recherche notamment. Ce serait l'agriculture, ce serait la physique, ce serait tout. Parce que toutes les branches oui, mais et se recoupent au début. Je vais vous dire une chose, monsieur Eba. La majorité des projets scientifiques, les projets interdisciplinaires, des projets où on retrouve à l'interface la physique, la chimie, et ainsi de suite. Donc il ne faut jamais léser une discipline par rapport à une autre. Par contre, il y a un argument que vont généralement prévaloir aux politiques. Ou alors la minorité des budgets alloués à leur département ministériel, en l'occurrence alloués à ce type d'activité, à ce type d'exercice. Oui, bon, à ce moment, je pense que cela ne devrait pas être un grand problème, puisque, comme on dit souvent, on fait avec les moyens des bords. Oui. Vous savez, à travers les coopérations, on gagne beaucoup. Et très souvent, les coopérations sont un peu honnêtes dans le monde intellectuel. Vous voyez. Vous savez, une manière de pallier à ces manquements dans les budgets et ainsi de suite, c'est de parfois trouver les coopérations avec l'extérieur, les financements extérieurs. D'ailleurs, je vous rappelle que même les grandes sociétés en Occident ne vivent pas du financement de l'État. La majorité des projets sur lesquels j'ai travaillé, les financements venaient soit des coopérations même avec l'extérieur. Dans le cadre de Max Planck Institute. Oui, Max Planck, une partie des financements vient de l'État, mais beaucoup viennent de l'industrie aussi. Oui. Par exemple, c'était le cas de mon projet aussi, le financement venait de l'industrie. Pour dire qu'il ne faut pas toujours attendre de l'État. Oui. Oui. Et là, je pense que ça va me motiver. C'est une manière aussi de motiver les chercheurs à faire du bon travail. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une épée de Damoclès derrière votre tête, lorsque vous avez reçu de l'argent pour des travaux, vous avez l'obligation des résultats. Mais à ce moment, quelle est la politique qui devrait être adossée? Comment est-ce qu'on devrait implémenter cela? On comprend très bien que l'État seul ne peut pas accompagner la recherche. Oui. C'est pas seulement au Cameroun. C'est pas seulement au Cameroun. Oui. Partout. L'État seul ne peut pas seul accompagner la recherche, aussi riche que soit le pays. Mais à ce moment, quelle est la politique justement qui permettrait aux entreprises, qui permettrait d'inciter les entreprises à se tourner vers les chercheurs? Je crois que là, il faut avoir des arguments convaincants. Oui. Lorsque vous venez, vous dites à un monsieur, je fabrique un cardiogramme qui va
aider à faire ceci. Je fabrique, je ne sais pas trop, un instrument qui va aider pour une quelconque application et que le rendement est précis, que le rendement est visible, le rendement est palpable. Je ne pense pas que vous pouvez manquer de financement. Mais la grosse question, c'est toujours comment y arriver d'abord pour avoir ce template, cet échantillon que nous allons avoir et poser sur la table. La réalité, Stéphane, c'est qu'on est dans un environnement assez compliqué, difficile. Oui. Les jeunes aujourd'hui se plaignent d'une chose, quand bien même ils sont allés à l'école, quand bien même ils initient des projets de recherche, malheureusement ils sont butés à une grosse question, même si on dira toujours que c'est la question des moyens qui est mise en avant. Oui. Mais à ce moment, comment est-ce qu'ils pourraient, eux, contourner tout ça? Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que je revenais sur le cas du Cameroun, puis c'est ça qui est plus important. Oui. Mais la recherche désintéressée est en train de disparaître, pas seulement dans la société camerounaise, même en Amérique, aux États-Unis, par exemple. Vous savez, la recherche désintéressée, vous voyez par exemple, il y avait un laboratoire aux États-Unis qu'on appelait les laboratoires Bell, qui ont délivré dans l'histoire de l'humanité au moins 10 prix Nobel. Vous voyez. Mais qui, suite à la pression des résultats, à la pression des grosses industries qui financent la recherche, suite à la pression en vue de l'obligation des résultats, l'obtention des résultats, ont dû fermer. Tout à fait. Oui, vous comprenez que le Cameroun n'est pas le seul pays qui souffre de cela. Il est normal, pour moi, il est tout à fait normal que lorsque vous retirez de l'argent pour financer un projet, vous vous attendez à des résultats. Mais pas des résultats qui vont juste, comme on me dit souvent, contempler la galerie, c'est-à-dire expliquer quelque chose de plus qu'on ne savait pas. Mais je tiens à vous rappeler que c'est à base des phénomènes fondamentaux qu'on a réussi à appliquer que beaucoup d'applications dans la vie active sont arrivées, même 100 ans après. Comme dernièrement avec le cas des ondes cosmologiques que Einstein avait prédit 100 ans dans le passé, même s'il s'est contredit plusieurs fois. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez cet avis d'une certaine opinion qui pense que l'Afrique et le Cameroun a finalement perdu la bataille du développement? Non, je ne pense pas. Je pense que le développement de l'Afrique est un courrier à la poste. Ça va arriver, il suffit d'y croire. Mais quand est-ce que cela arrivera? Est-ce dans au moment un siècle encore? Non. Je ne sais pas trop. Parce qu'au Cameroun et en Afrique surtout, on a appris à prendre son temps pour tout faire. On se dit, on décrète des slogans, des perspectives auxquelles finalement on se voit lorsqu'on se regarde dans une glace. On se sent que le fossé entre l'horizon qui a été dressé et la réalité est très grand, le fossé. Vous savez, il y a une branche de la physique qui s'intéresse au mouvement chaotique. Par exemple, la société, si vous prenez... Mouvement chaotique, c'est-à-dire désordonné. Un peu comme les guerres, un peu comme... Non, pas les guerres, c'est-à-dire... les révoltes populaires. Non, je prends un exemple. Lorsque je vous réveille le matin, il y a 20 millions de Camerounais. Est-ce que vous savez où chacun va le matin? Chacun a sa route, sa destination, ainsi de suite. Donc, le mouvement, dans l'ensemble, le mouvement d'une société est chaotique. Mais je vais vous dire, en théorie du chaos, on peut voir aussi les auto-réorganisations. Donc, le plus, et très souvent, le plus il y a l'entropie dans la société. L'entropie, c'est une grandeur physique qui définit le degré de désordre dans un système. Si on applique ça, par exemple, à la société, le plus on a des désordres, le mieux c'est. Parce qu'on va se réorganiser de manière automatique. Moi, je trouve plutôt, c'est fou, mais je trouve ça plutôt bien. Le fait de se plaindre, le fait d'aller vers le chaos, ainsi de suite. Donc, c'est ça, quoi. Oui. Donc, non, je crois qu'on va y arriver. Je vous suggère qu'on marque un temps d'arrêt, le temps de prendre ce reportage. Ok. Si on s'en tient sans préjugés, aux données rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du grimaldien à ce climat froid qui a donné naissance finalement
au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderme ou l'homme blanc. Le blanc est sorti d'une suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. Vous voyez donc de cette manière que la science, n'est-ce pas, s'est écartée petit à petit de la réalité et de la vérité historique en ce qui concerne l'Égypte. Retour sur le plateau de l'expert. Je rappelle à ceux qui nous prennent à l'instant que nous sommes sur ce plateau en compagnie de Stéphane Kemoué. Il est expert en physique quantique. Il a obtenu son doctorat du côté de l'Allemagne. Ça fait juste 1 an. Alors Stéphane, nous parlons des questions assez pointues, mais il y a notre bec à l'antenne. Vous avez reconnu le visage qui se cachait derrière. Le professeur Cheikh Anta Diop. Le professeur, justement. Il défend une thèse. Est-ce que vous partagez son avis? Je ne suis pas anthropologue. Il parle sur l'origine de l'homme. Oui, mais vous avez une idée, une position que vous pouvez bien défendre en tant que chercheur également. Bon, je crois que ce que j'ai entendu dans les propos du professeur Cheikh Anta Diop, c'est ça. Vient du noir, suite à une imitation. Bon, là, je sais pas trop. C'est pas trop mon domaine. Ouais. Mais je crois que le professeur Cheikh Anta Diop il avait la démarche scientifique très rigoureuse et était établi comme un monsieur très pointueux dans sa démarche. Je pense qu'il ne peut pas juste avancer des arguments pour les avancer. Je crois qu'il a la preuve. Le résultat scientifique doit être soumis à beaucoup de... comment dirais-je, à beaucoup de critiques, à beaucoup d'autocritique d'abord, oui. Parce que c'était un monsieur qui s'autocritiquait beaucoup, oui. Il se remettait beaucoup en cause, et ça doit être en temps normal une des caractéristiques d'un bon scientifique, se remettre en cause perpétuellement. Le professeur Cheikh Anta Diop, il était, oui. Et je crois qu'il avait la démarche rigoureuse. Je rappelle que très évidente. Mais quand tu as dit maintenant que l'homme blanc sort du noir, oui, c'est discutable. Je sais pas trop. C'est discutable. Là, il faudrait remonter le temps. Ah, oui. Il y a plusieurs moyens de remonter le temps. La datation au carbone 14, ainsi de suite, la radioactivité. Tout ça, ça a été des principes de la physique. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi j'ai dit que même la physique, voilà une application de la physique dans l'anthropologie, telle que vous avez vu. Dans l'origine de l'humanité, telle que vous avez vu. La radioactivité. Je rappelle que le Cameroun et la communauté africaine et mondiale, les scientifiques même, viennent de commémorer les 30 ans de la disparition du professeur Cheikh Anta Diop. Vous avez parcouru quelques-uns de ses ouvrages parce qu'il défendait quand même des idées d'une Afrique unie. Vous savez, le professeur Cheikh Anta Diop, moi, je l'ai pris comme, comment dirais-je, comme un modèle de réussite. C'est quelqu'un qui fait rêver. Comme Samuel Eto'o, par exemple, fait rêver beaucoup d'enfants. Je crois que tous scientifiques africains, beaucoup d'Européens d'ailleurs aussi, ont été inspirés par le professeur Cheikh Anta Diop. Au niveau de la démarche, au niveau de la critique, au niveau de la réaction face aux critiques, et ainsi de suite. Scientifique que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous pensez également que vous pouvez vous laisser critiquer vos idées? Est-ce que c'est souvent facile? Monsieur Iba, si vous ne vous laissez pas critiquer, même une publication scientifique, vous ne pouvez pas la voir. C'est aussi belle et aussi parfaite que soit la publication scientifique. Je crois que les jurys ont toujours quelque chose à dire. Il y a quelque chose à gommer sur le manuscrit, tout le temps. Et je vous dis, une théorie qui n'affronte pas la critique est une théorie sans valeur. Les plus grandes théories ont été les théories les plus combattues, en particulier la théorie quantique. Vous savez, Einstein, oui, tout à fait. C'est le professeur Einstein ne croyait pas à la théorie quantique. C'est que Dieu ne joue pas. Vous voyez, oui. Il avait le temps, c'est vrai. Même, il y a des théories même
des têtes physiques ont combattu jusqu'au soir de leur vie. Mais qui avait le temps, ils sont avérés. Voilà, c'est en fait ça. Le professeur Cheikh Anta Diop a été très combattu le jour de la souffrance. Oui, il a eu un temps difficile avec les membres du jury. Mais ça n'a pas empêché qu'il ait le grade maximal et finisse avec brio. Tel qu'on est. Parle justement de professeur dans votre parcours supérieur en ce moment. Quel nom de professeur Oh, il y en a plein. Il y a le professeur Cornelius Faye. Le Cornelius Faye. Oui. Du côté de Bamenda. Oui. C'était mon superviseur master et mon mentor, comme on dit en anglais. Tout à fait. Oui. Je lui dois tout en fait. C'est grâce à lui que je suis ce que je suis. Et en Allemagne, vous avez quelques noms particuliers? Bien sûr, le directeur, le professeur Jörg Neugebauer et Oui, le professeur Nobel, Klaus von Klitz, un prix Nobel de physique il y a de cela 30 ans. Je leur dois beaucoup parce qu'ils m'ont beaucoup inspiré aussi, beaucoup aidé comme on dit. Ils m'ont inspiré avec les idées, les grandes idées. Vous savez, il y a trois genres trois catégories de personnes dans la société. Il y a des petites personnes qui discutent des idées, des personnes moyennes qui discutent des événements. Pardon, des petites personnes qui discutent des gens, des personnes moyennes qui discutent des événements, des grandes personnes qui discutent des idées. Je crois que ces professeurs-là sont des grandes personnes. Non seulement dans le domaine de la science, mais aussi dans la vie. Vous savez, la science devient captivante lorsque on la ramène au niveau de la vie des hommes. Oui, tant qu'il reste quelque chose d'abstrait. Être capable d'expliquer à un taximan un concept physique aussi simplement que ça. Je crois qu'il y a des messieurs sur la terre qui le font aussi aisément, vous voyez, et qui, du coup, vous inspirent beaucoup, comme le professeur que j'ai cité notamment. Alors, nous allons marquer un second temps d'arrêt, le temps de prendre ce reportage. Nous sommes allés à la rencontre d'un visage, de quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire, mais il gagne sa vie avec son activité. Je vous prie de bien suivre ce reportage. Présentation en trompe. De nouveaux services pour les deux leaders de la téléphonie mobile au Cameroun. MTN et Orange Cameroun ont franchi le pas en déboursant chacun les 75 milliards de francs CFA réclamés par l'État du Cameroun pour le renouvellement de leur licence, mais aussi et surtout pour exploiter les technologies dites de 3e et de 4e génération. Les deux opérateurs ont annoncé la nouvelle chacun à son tour au Yaoundé Hilton en présence des ministres charge des télécommunications et des finances visiblement aux anges. Il faut dire que le pactole était conséquent. La détermination du coût ne s'est pas faite au hasard. La détermination du coût du renouvellement est prévue par nos textes et elle s'appuie sur un certain nombre de paramètres. Le premier paramètre, c'est la performance de l'opérateur pendant les 15 années au cours desquelles il a opéré au Cameroun. On voit ses résultats. Si cette nouvelle réjouit les responsables de MTN et de Orange Cameroun, elle va au contraire avoir de lourdes conséquences pour l'opérateur historique, Camtel, qui avait un temps pensé que l'État lui permettrait de se déployer sur ce terrain pendant quelques années avant de permettre aux autres cités plus haut d'exploiter cette technologie révolutionnaire. Pour Nextel, le newcomer, la nouvelle s'apparente à un véritable coup de massue. L'opérateur vietnamien, qui jusqu'ici détenait le monopole de la 3G, aura désormais affaire à une concurrence qui pourrait signer son arrêt de mort. Les responsables de cette structure n'ayant pas encore suffisamment implanté dans les foyers la puce Nextel. Nous n'avons pas fait un lancement officiel. On a lancé le réseau, nous avons lancé les ventes. Vous-même, vous avez vu ce matin dans notre direction générale, on venait d'ouvrir la boutique de vente. Certains observateurs de la scène économique au Cameroun remarquent que l'État se sera plus préoccupé par le renflouement de ses caisses, oubliant de jouer un autre rôle important, celui d'accompagner les startups dans leur développement.
Retour avec notre invité sur le plateau de l'expert. Alors Stéphane, on a fait un peu une incursion vers ces technologies de l'information et de la communication, notamment de la 4G, 3G. Ici au Cameroun, dans notre environnement, c'est devenu un peu un fourre-tout là dans la tête des uns et des autres. Est-ce que vous vous y connaissez un peu dans 3G, 4G? En Allemagne, là-bas, ça se passe comment? On est à quel niveau déjà? Déjà, pour le Cameroun, le 4G c'est déjà assez impressionnant. Ben, on n'en a pas encore. Oui, la réalité reste. Oui, c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle le temps d'implémentation. Ouais. Oui. C'est pas toujours aussi facile. Vous savez, lorsque vous votez même, lorsque vous décidez de faire quelque chose, il y a un temps qui doit s'écouler entre la prise de décision, la mise sur pied du programme et comme je disais tantôt, l'implémentation du programme dans la société. Et vous savez, les êtres humains ne sont pas des objets. L'implémentation, pour moi le physicien c'est très facile lorsque je manipule les atomes, ainsi de suite. Mais l'être humain a ses degrés de liberté. Il y a des problèmes à tous les niveaux. L'implémentation ne se fait pas aussi lissement comme on pouvait penser. Il y a toujours des petits blocages qui sont normaux. Mais comme j'ai dit, un courrier à la poste, ça arrive. Chaque société a sa particularité. Et je crois que le cas du Cameroun est un cas bien particulier. Mais vous savez, impossible de Camerounais. Ça arrive toujours. Ouais. Wow. Parlant justement de l'homme, Stéphane, ici sur le plateau, est-ce que vous considérez comme quelqu'un qui est arrivé dans son domaine? Comment vous considérez? Un physicien disait que prétendre la physique quantique, c'est ne rien connaître. Vous connaissez vous, je suis quelqu'un de temps. C'est la physique, surtout la physique. Les détails de cette physique, vous allez comprendre que c'est pas évident à comprendre. Justement, c'est quoi la spécificité justement de la tout spécificité, c'est que la physique classique qui régit les lois, les comportements des objets jusqu'à dans les années 1900. Et la physique quantique qui est appliquée au microcorps, aux particules infiniment petites. Vous savez, la physique que je prends la loi de la physique classique, la loi de revenir. Et en physique quantique, lorsque vous le faites avec un corps microscopique, la balle revient et en même temps elle se retrouve de l'autre côté du mur. Comment expliquez-vous ça? Difficile à comprendre. Tout à fait difficile. Oui. Mais c'est dans cet univers-là que vous surfez au quotidien. Oui. C'est finalement aisé de mener des recherches dans ce domaine. Oui. Je rappelle à ceux qui nous suivent, qui nous prennent à l'instant, que c'est l'une des branches de la physique la plus pointue. Bon, je dirais pas du pointu, mais la plus efficace. Oui. La plus efficace, dans ce sens que, je vous ai dit, les chercheurs se sont fracassés le nez pendant de longues années pour comprendre comment est-ce que le microcosme, j'entends par microcosme le monde des micro-organes, les micro-organismes. Oui. Les chercheurs se sont fracassés le nez pour comprendre comment est-ce que les micro-organismes, les atomes, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils interagissent. Parce qu'ils ont passé le temps à appliquer les lois de la physique classique. Et lorsqu'on se rend compte qu'il faut une nouvelle théorie pour ce genre de corps, c'est là où il y a la révolution de la physique et la naissance de la physique quantique. Notamment par Max Planck, premier prix Nobel en physique. Est-ce que je suffit le fait que vous retrouvez dans les murs de Max Planck Institute? C'est un hasard c'est le hasard de la vie. Le parachutage, il a été comment? Comment s'est fait l'opération? C'est vous qui êtes allé vers la structure ou c'est la structure qui est... Non, on va toujours vers la structure. Et on montre qu'on est capable, c'est tout. C'est tout. Et aujourd'hui, vous êtes à peu près combien d'Africains là-bas? Je suis le seul actuellement. Je suis le seul en tant qu'employé permanent, oui. Mais il y a beaucoup de professeurs. Ici à Yaoundé, des professeurs camerounais qui viennent souvent pour des visites. Quelques-uns?
Vous ne gardez pas tous les noms à l'esprit? Il y a le professeur Dr Nana Benjo, bien souvent. Il y a le professeur Tikande Moïse, ainsi de suite. Mais lorsque vous parlez de Max Planck Institute, en surfant, on s'est rendu compte que Max Planck, c'est tout un conglomérat d'entreprises. C'est une gigantesque maison. Max Planck, en fait, c'est une société de recherche. Oui. C'est une société de recherche qui a en son sein 80 instituts différents. Je ne sais pas, 80 82 instituts différents. Chacun avait sa spécialité. Il y a Max Planck pour la médecine, Max Planck pour la physique nucléaire, Max Planck pour la physique, je ne sais pas trop, la physique pour la microscope. Moi, je suis particulièrement, je travaille à l'Institut Max Planck pour la recherche sur le fer et l'acier. Et nous nous concentrons plus sur la protection de l'acier contre la rouille, comme je mentionnais tout à l'heure. Vous avez choisi ou vous y êtes retrouvé? Non, j'ai choisi puisque c'est captivant. Vous voyez, vous savez pas combien Airbus, vous connaissez Airbus? Airbus, oui. Le grand fabricateur qui fabrique les avions, de fuselage d'avions. Vous savez pas combien est-ce qu'il dépense pour la protection? BMW, Volkswagen, Mercedes, ils dépensent des sommes faramineuses d'argent pour lutter contre la corrosion. Donc, je pense que pour moi, c'était captivant d'aller dans ce sens-là. Dans cet univers. Oui, parce que si vous, par exemple, lorsque vous achetez une voiture et vous demandez à votre à la société qui vous vend la voiture, à votre concesseur, excusez-moi, à votre concesseur, la durée de vie, oui, la durée de vie de la voiture ou bien la résistance du véhicule contre la corrosion, il ne pourra pas vous dire avec exactitude. Oui. Et c'est basé sur les expériences, la moyenne et les expériences avec les clients, ainsi de suite. Alors nous, on fait des modélisations pour pouvoir prévoir les durées de vie, soit des fuselages, des châssis de voitures, des moteurs, de résistance à la maladie atmosphérique qu'on appelle la corrosion. Vous nous avez dit en offre que cette application va également dans le domaine de l'énergie atomique et énergie. D'ailleurs, quand on parle d'énergie atomique et énergie nucléaire, c'est quoi le distinguo? La frontière se situe à quel niveau? Bon, là, c'est déjà d'autres domaines. Bon, atomique, comme vous avez entendu, c'est lorsque lorsque vous avez affaire avec des atomes, des interactions entre atomes. Nucléaire, c'est lorsque vous savez la matière est constituée de quoi? D'atomes. L'atome, ce sont des microparticules. Vous savez, les Grecs pensaient que l'atome, étymologiquement, en grec, ça veut dire ce qui est indivisible. On pensait que la matière était certes discrète, mais on pouvait la diviser, mais au niveau de l'atome était l'élément élémentaire. Mais avec le temps, on s'est rendu que dans l'atome, il y a encore d'autres particules, qui sont des électrons, qui font circuler le courant. Il y a aussi des noyaux, qui sont constitués aussi des particules, des charges contraires à l'électron, qui expliquent donc la stabilité de l'atome. Bon, lorsque vous arrivez à provoquer la division, la séparation des particules dans le noyau, vous avez créé ce qu'on appelle une réaction nucléaire. Et en général, ces réactions dégagent de très grandes quantités d'énergie. Et c'est à base de ces réactions en chaîne, réactions nucléaires en chaîne. Nucléaire, ça vient, c'est l'adjectif qui vient de noyau. Tout à fait, c'est le noyau atomique. Donc c'est à base de ça que l'on fabrique les bombes atomiques. Une autre. Est-ce dans ce domaine que vont le plus les recherches des physiciens comme vous êtes? Non, la recherche est diversifiée. Et pour vous dire vrai, on se rend compte qu'elle est diversifiée, mais il y a certainement un domaine vers lequel bon, actuellement, la recherche qui est à l'état de l'art, c'est les panneaux solaires. Oui, les panneaux solaires. Vous savez, le monde se dirige vers une famine énergétique. Vous voyez les déploiements géostratégiques des grandes puissances. Les guerres ainsi partout. Les physiciens pensent que en transformant l'énergie du soleil en énergie, on va éviter les guerres. On va éviter aux gens de se déplacer dans le pays des autres pour prendre le pétrole, ainsi de suite. Est-ce que ce sera une réponse véritable? Je pense, puisque le soleil est gratuit, jusqu'à ce que quelqu'un nous s'en accapare et nous dicte et nous donne les factures. Alors Stéphane, on vient de commémorer la fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Oui. Il y a certainement beaucoup de jeunes qui nous suivent durant ce programme et ils ont en face d'un jeune qui a aujourd'hui obtenu son doctorat en physique avec brio. Si on vous demandait un conseil à leur endroit, que leur diriez-vous? Bon, d'être eux-mêmes,
Bon, déjà, je voudrais souligner qu'avoir un doctorat, c'est pas une fin en soi. Ah oui. Il y en a plein. Il y a aussi des professeurs même très jeunes, oui, surtout des Camerounais, je rappelle encore. Donc je dirais juste à la jeunesse de croire, parce que j'ai l'impression que la jeunesse camerounaise ne croit pas. Il y a toujours des temps de latence dans la vie de tout être humain. Vous pouvez, comme on dit au quartier, galérer pendant de longues années, mais il suffit de croire à son but. Ouais. La jeunesse doit croire que tout est possible. Oui. Alors Stéphane, tout est possible. C'est sur ces mots que nous allons marquer un temps d'arrêt à ce programme pour définitivement sortir de là. Et nous vous disons encore merci d'être passé par ici. Et bon séjour encore au Cameroun pour vos vacances. C'est un réel plaisir pour moi. Alors, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés finalement pour la réalisation de ce programme. Merci à vous, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, parce que vous êtes restés scotchés durant ces 52 minutes derrière votre petit écran, certainement pour avoir de la matière première ou alors avoir des éclairages sur un certain nombre de questions qui vous paraissaient encore inconnues jusqu'ici. Nous, notre challenge sur le programme d'experts, c'est de vous amener chaque jour au quotidien des invités qui puissent vous apporter de la valeur ajoutée sur ce que vous connaissez, mais aussi sur ce que vous devez savoir. Le rendez-vous, vous le connaissez, c'est demain, même heure, sur cette antenne de 7 News. Portez-vous bien.